Merci de nous rejoindre donc pour la deuxième partie de cette émission spéciale élection législative dans le Morbihan. On va maintenant se rapprocher du littoral pour s'intéresser à la circonscription de Lorient. Je vous propose tout de suite de vous présenter les 5 candidats qui vont débattre avec nous aujourd'hui. Lisiane Métayer, candidate investie officiellement par Ensemble, la confédération qui regroupe les partis de la majorité présidentielle. En face de vous, Ronan Loise, candidat d'hiver droite. Vous soutenez la majorité présidentielle également et vous êtes membre du mouvement Horizon créé par Édouard Philippe. Bonjour. Damien Girard, vous représentez la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. En face de vous, David Mégel, le candidat investi dans cette circonscription par le Rassemblement National. Enfin, Blandine Pierron, candidate de lutte ouvrière pour la 5e circonscription du Morbihan. Merci à tous d'être là avec nous pour ce débat. On ne va pas oublier non plus de citer les autres candidats engagés dans cette élection. Vous voyez leur nom apparaître à l'écran. Ils se présenteront également devant les électeurs le 12 juin prochain. Dans quelques instants, on va lancer le débat. Un rapide portrait avant cela de votre territoire, avec notamment un dossier qui fait déjà beaucoup parler. C'est le projet de parc éolien flottant prévu au large de Groix et de Belle-Île. La 5e circonscription du Morbihan est tournée vers la mer avec ses 12 ports. Elle regroupe Lorient et son agglomération ainsi que l'île de Groix. Au dernier recensement, on dénombre 108 701 habitants. Un territoire d'excellence maritime. Marine nationale, construction navale, pêche, première criée française en termes de chiffre d'affaires, mais aussi tourisme, nautisme et pôle international de la course au large. La 5e circonscription du Morbihan baigne dans le secteur maritime avec près de 15 000 emplois. Chaque année, 238 personnes supplémentaires sont recrutées dans ces filières. Un dynamisme économique qui fait la fierté de BPN, Bretagne Pôle Naval. Ce cluster industriel attend avec impatience un nouveau projet, le parc éolien offshore au large de l'île de Groix. C'est une très belle opportunité économique et c'est bien pour ça que BPN a mis en place le label Braze Content qui est pour fixer ces emplois sur le territoire. On va être environ sur une centaine d'emplois. Donc des emplois créés, des emplois de techniciens, il y aura beaucoup de contrôles, il va y avoir aussi toute la maintenance de la partie portuaire. Ce parc éolien offshore est une première au niveau européen. Une prouesse technologique car ces éoliennes ne seront pas fixées mais installées sur des flotteurs. Dans un premier temps, 60 d'entre elles seront implantées à 15 km de Belle-Île et à une vingtaine de kilomètres de Groix. Chacune mesurera 260 mètres, presque la taille de la tour Eiffel. Pour les riverains, ces éoliennes dénatureront le paysage. Les associations demandent qu'elles soient placées à au moins 70 km des îles. Il y a une pression qui est à tous les niveaux. Il y a une pression européenne, il y a une pression nationale, il y a une pression locale pour l'emploi. Il y a l'argument qui est de dire qu'il faut développer l'autonomie énergétique de la Bretagne. Tout ça fait qu'on va très très vite. Nous, on dit attention, vous vous engagez pour des décennies en vous lançant dans ce projet. Prenez le temps et prenez les précautions. Mise en service de ce premier parc d'éoliennes flottantes en 2029 pour une production de 250 MW avec des emplois assurés sur une trentaine d'années. Ce qu'on attend, bien évidemment, de porter la voix du maritime à l'Assemblée nationale, de défendre les intérêts de notre filière construction-réparation navale, les intérêts de la pêche, les intérêts de l'aquaculture, les intérêts du monde maritime, de nos navigants. Nous leur demandons d'être bien sûr vigilants et de faire en sorte que les intérêts économiques immédiats ne prennent pas le dessus sur les intérêts futurs de préservation du paysage. Voilà, retour sur le plateau. Lisiane Métayer, est-ce que vous êtes aussi, vous, impatiente de voir aboutir ce projet de parc éolien flottant ? Est-ce que c'est vraiment une chance pour le territoire de Lorient ? C'est une chance pour le territoire de Lorient, il faut recontextualiser. Nous avons la guerre en Ukraine qui est à nos portes et aujourd'hui, nous ne pouvons plus être aussi dépendants des énergies fossiles. Nous devons aller vers une souveraineté énergétique. La Bretagne ne participe qu'à 18% de son autonomie et c'est trop peu. Aujourd'hui, nous devons attendre 82% de l'extérieur. Donc ce parc éolien offshore, comme l'a été rappelé dans le reportage, premier parc éolien flottant, nous permettra dans un premier temps, avec le parc de 250 watts, de mégawatts, d'avoir en fait
de bénéficier dès 2028 en fait, de cette énergie. Et le deuxième parc de 500 MW, ça sera en 2031. Et en tout, on va réussir à avoir 14% d'autonomie en plus qui vont se rajouter en fait à ces 18. Et si en fait on rajoute Saint-Brieuc, on rajoute 9%, ce qui fait 41% d'autonomie à l'horizon 2030. Donc c'est extrêmement important effectivement. Ronan Louas, tout aussi enthousiaste, c'est un projet incontournable pour vous, pour le développement du territoire? Je ne reprendrai pas l'exemple de Saint-Brieuc qui a apporté un certain nombre de débats et d'acceptation. Enfin, j'ai pu échanger avec Alexis Schaeffer, sachant que la différence entre Saint-Brieuc, qui est effectivement de poser sur le sol les éoliennes, et le projet au large de Groix, qui est de l'éolien flottant, expérimental, donc avec moins d'impact sur le sol. J'avais eu effectivement un point de blocage sur l'atterrage à terre au niveau de Pleumeur. On explique l'atterrage, c'est le raccordement pour le raccordement électrique. Et avec 2 terrains de football et des pylônes énormes sur la côte, et là-dessus il y a un point. Il faut suivre le rapport RTE sur un mix énergétique, décarboner effectivement nos consommations. Il y a plein de questions sur le nucléaire, mais on n'a pas de solution alternative dans l'immédiat. Et remonter la part de NR. Donc je ne reprendrai pas les chiffres, on est à 260 effectivement à peu près mégawatts pour pouvoir monter à 700. Il faut aussi coupler ça. Donc c'est un projet utile pour vous, incontournable. L'Orient, c'est le cœur de l'écosystème de l'économie bleue. On a Bruno Paris, qui est vice-président en charge du sujet à Lorient Agglomération, et on en a encore parlé lors du dernier Conseil des maires. Il faut que ce soit utile pour le territoire en termes d'emploi. Ce n'est pas le cas de Saint-Brieuc, dans le cas de ces entreprises étrangères qui sont venues travailler. On va en parler tout à l'heure. Et il faut que la formation des techniciens et ingénieurs soit au local pour pas que l'emploi et l'économie soient autres que sur le pays de l'Orient et pour le port de commerce. David Megel, vous êtes contre ce projet éolien flottant? Alors oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a détourné le débat de l'énergie et de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on considère, c'est qu'un parc éolien, déjà, n'a pas une production énergétique stable. On sait on vend aux citoyens une puissance nominale qui sera probablement jamais atteinte. Et on vend aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est que... Quoi, on vend du rêve? On vend pas forcément, on vend un petit peu quelque part, mais le problème c'est que c'est le cauchemar qui arrivera après, parce que vous savez pertinemment qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'environnement et d'écologie. On sait aujourd'hui que les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables, c'est-à-dire qu'à l'échelle de quelques années, on va avoir des milliers de tonnes de pales d'éoliennes qui sont à recycler. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on proposera à nos enfants avec ça, des parcs d'éoliens? Une pale d'éolienne, c'est 70 mètres de long, c'est un poids énorme. Il va falloir se poser la question de l'avenir, qu'est-ce qu'on va en faire? Damien Girard, on va faire un petit tour de plateau. Damien Girard, ce n'est pas un projet neutre. Impact pollution visuelle, impact sur la biodiversité, impact sur le foncier aussi. Ce n'est pas neutre ce projet. Il n'est évidemment pas neutre, mais comme tous les modes de production énergétique, d'abord dire que si on veut aller vers un monde sans fossiles, sans carbone, il va falloir, diminuer nos consommations énergétiques, pour cela, sobriété, efficacité, et puis après, effectivement, on sait que la production électrique va devenir centrale dans nos modes de consommation énergétique. À partir de là, les systèmes renouvelables, ils ont intérêt à se développer. Donc photovoltaïque et puis éolien, et notamment éolien en mer, et notamment éolien flottant. C'est une chance pour le territoire pour développer, s'appuyer sur les savoir-faire déjà existants pour s'emparer de cette nouvelle technologie. Simplement, quand vous évoquez la question des pales qui ne seraient pas recyclables, sachez qu'il y a un ensemble d'études qui sont en cours, notamment à Nantes, qui permettent de travailler à la recyclabilité de ces fibres de carbone, et que depuis des années, on fabrique notamment des bateaux ou d'autres types d'objets en fibre de carbone sans qu'ils soient recyclables, sans que ça pose aucun problème. Donc il faudrait que l'éolienne soit absolument parfaite dans un monde imparfait. Donc effectivement, ça a des impacts, mais des impacts maîtrisés pour une production qui est extrêmement intéressante pour l'avenir. Landy Pierron, est-ce que c'est une chance pour les territoires? Une centaine d'emplois à la clé, on l'a entendu. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour vous? L'éolien ou le nucléaire, de toute façon, la production d'énergie est entre les mains de grands groupes. Et ces grands groupes, leur seul intérêt, en fait, c'est leur profit, c'est leur seule boussole. Donc, à partir de là, ils ne vont jamais faire attention ni aux besoins de la population, ni à essayer de freiner le réchauffement climatique. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ce pacte-là de Brest-Content, on essaye de favoriser l'emploi local, ça, voilà. Alors, pour vous, vous avez dit qu'on en parlerait dans un deuxième temps, mais dans tout cas, on y est, allez-y. D'accord. Donc, en fait, l'emploi local, apparemment, ce que je ne comprends pas, c'est que je trouve ça plutôt bien d'essayer de créer des boulots, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne créerait pas des boulots à l'hôpital aussi. C'est des dizaines de milliers qui manquent. Pourquoi toute cette
cette énergie qu'on met pour les éoliennes, que je ne conteste pas si vous voulez, parce que je n'ai pas les moyens de choisir entre l'un ou l'autre, c'est pas nous les travailleurs qui pouvons décider. Mais je ne comprends pas pourquoi autant d'énergie, on ne la met pas dans les services utiles à la population et qui sont aujourd'hui complètement urgents. Alors, la réponse de Ronan Loas. Juste sur ce point-là, moi j'ai exprimé un certain nombre de questionnements, parce que je suis favorable aux ENR. Pleumeur d'ailleurs est la 40e commune en France sur la transition énergétique, on a ces prix-là. L'élément, et on l'a ciblé avec Fabrice Loher, maire de Lorient, qui me soutient dans cette élection, c'est qu'il faut également que la fiscalité, parce que plus on les repoussera loin, vous connaissez la règle des 12 000 nautiques en termes de fiscalité, il faut aussi que dans le prochain projet de loi de finances, on peut les repousser, que les retombées fiscales aillent que sur les les retombées collectivités. fiscales soient fléchées. Et seul le consortium aura la main pour effectivement parce que les élus à portée d'engueulade vont être les maires, j'ai fait une série de réunions de quartier, il y a de l'inquiétude dans la population, on ne peut pas aller la fleur au fusil sur ce sujet-là qui va impacter la visibilité, sur lequel il y a des questions. Est-ce qu'il y a assez de débats, par exemple? Il n'y a pas eu assez de débats, c'est ça qu'il y a des questions. Probablement, la concertation doit être poussée encore, mais je suis entièrement d'accord avec Damien. Elle n'a pas été inintéressante jusque-là. Rappelez quand même qu'on est à plus de 15 km des premières côtes, c'est-à-dire de Belle-Île. Probablement, il y a un sujet à travailler autour de ce positionnement-là, mais n'empêche qu'on est tous consommateurs d'énergie au quotidien. À un moment, il faut aussi assumer la société dans laquelle on est et aller sur des technologies qui n'impactent pas l'avenir. Je dis juste au moment où on parle, la moitié du parc électronucléaire en France est arrêté. Nous avons l'électricité la plus chère d'Europe, puisque nous n'avons plus de moyens de produire. Alors, Lisiane Métayer et après David Mégel. Oui, moi, je voulais en fait aussi rappeler, comme il s'agit d'un parc éolien flottant et qu'elles seront assez loin des côtes, c'est tout ça l'intérêt, elles seront aussi également plus efficaces en matière d'efficacité énergétique. Et ce qu'il faut aussi compléter, j'ai participé au débat, j'ai volontairement participé au débat l'Île-de-Groix, parce que je voulais écouter la population aussi groisienne qui est le plus impactée. Et il faut coupler ces éoliennes offshore avec d'autres énergies. Et je pense par exemple à l'hydrogène, où ce serait très intéressant d'avoir de la production d'hydrogène, du stockage d'hydrogène, en faveur en fait de nos pêcheurs. Donc il y a des intérêts à moyen terme. David Mégel, on a assez discuté, il y a eu assez de débats sur ce projet, ou par exemple, pourquoi pas le soumettre à un référendum? Je pense que on l'a fait pour Notre-Dame-des-Landes, pourquoi pas le faire pour... Oui, je pense que ça serait intéressant, effectivement, de solliciter les citoyens sur ce genre de projet, d'autant plus que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut se projeter à long terme sur ce genre d'énergie. Vous savez, quelqu'un qui est passionné d'écologie, qui est vraiment un amoureux de la nature, il devrait dire, finalement, tant que ces nouvelles innovations ne rentrent pas à 100% dans toutes les chaînes de recyclage existantes, elles ne devraient pas sortir de terre. C'est ça que devrait dire un vrai écologiste. Lonnie Piron. En fait, je crois qu'on pourra débattre quand on sera débarrassé vraiment du pouvoir des capitalistes. Parce que pour l'instant, c'est un faux débat. On va choisir quoi? La distance des éoliennes, des choses comme ça? En fait, la question, c'est que pour l'instant, tout ce qui est décidé, c'est parce que ça rapporte ou pas. Et d'ailleurs, le marché des éoliennes, apparemment, il est juteux aussi. Et on les choisit à cause de ça, et non pas en fonction du réchauffement climatique. Un dernier mot, là, il nous reste 2 minutes à peu près, sur la hausse du prix du gazole qui impacte toute la profession de la pêche. On sait qu'elle est très importante sur le port de Quai-Romans. On sait que un budget gazole aujourd'hui, c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires d'un armement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire une sorte de bouclier tarifaire, comme c'est actuellement le cas mis en place par le gouvernement, c'est 18 centimes 35 centimes. Il faut trouver une solution. On a des jeunes pêcheurs, mes cousins sont patrons pêcheurs, ils ont réinvesti sur un bateau de pêche et s'ils quittent le port et qu'ils franchissent la rade, ils ne gagnent plus d'argent. Donc il y a aussi des familles et de l'emploi, c'est 3500 emplois, le port de pêche. On lisse le prix du gazole Il faut bloquer dans l'immédiat effectivement le prix du gazole pour les patrons pêcheurs et accompagner l'évolution de la flotte vers des énergies moins carbonées. Ça, c'est du discours, mais avant de réussir, quand on investit 2 ou 4 millions d'euros, qui est le prix d'un bateau de pêche, et pour changer la motorisation et autres, on ne va pas le changer du jour au lendemain, mais il y a un vrai défi technologique, un investissement majeur, et de faire du Pays de Lorient sur l'hydrogène. On a un projet sur la technopole de Soie à Pleumeur, et ça fait un certain nombre de débats, parce qu'il y a des visions. Je ne suis pas un technicien du sujet, donc je sais que Damien a un certain nombre d'échanges avec... Alors justement, on va donner la parole à Damien Girard. Non, mais effectivement, on voit que nos pêcheurs sont bloqués aujourd'hui, en tout cas piégés par le prix du gasoil. Et donc, effectivement, il faut bloquer ce tarif pour qu'ils puissent continuer à vivre, évidemment. Et c'est cette impréparation qui nous amène aujourd'hui ici. Et effectivement, à l'avenir, qu'il y ait des piles à combustible, notamment qui fonctionnent à hydrogène, c'est évidemment une solution à terme sur laquelle il faut travailler, parce que pour les bateaux, c'est extrêmement intéressant. Et on pourrait imaginer, notamment en lien avec l'éolien en mer, futur, industriel, avoir quelque part un deal qui se fasse sur on vous consomme des espaces maritimes, mais vous avez accès à une énergie moins chère
que le reste de la 20 secondes population. pour cette question-là, Lisa Métier. Le moyen terme, effectivement, est évoqué, est important. Le court terme est aussi extrêmement important pour le milieu de la pêche. Donc, moi, je proposerais que les 35 centimes qui sont accordés par le gouvernement jusqu'au 31 juillet perdurent après le 31 juillet, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que la guerre en Ukraine va aussi continuer. Donc, prolongement Oui, prolongement. Ça, ce sont des mesures immédiates. Et également le déplafonnement qui est à 65 000 euros pour les entreprises du domaine de la pêche. Et ça dépend de l'Union européenne. Et j'agirai avec le gouvernement pour justement déplafonner. David Megel, sur cette question-là, rapidement, en 15 secondes. Après. En 15 secondes, effectivement, il faut continuer à aider les pêcheurs dans ce sens-là, mais on ne peut pas dire je veux aider les pêcheurs et en même temps les priver de surface de pêche en mettant une surface de 14 km² éolien. Donc peut-être que ces surfaces-là les pousseront à aller encore plus loin et en consommer encore plus d'énergie de gasoil. Il y a un élément à avoir en tête, c'est que si on prend l'exemple sur la côte nord de la Bretagne, c'est que les consortiums peuvent mettre en place des fonds d'indemnisation. Et c'est dès le choix du consortium qu'il faut trouver l'indemnisation pour les zones de pêche et peut-être travailler sur le coût du pétrole pour accompagner effectivement la mutation vers des énergies moins carbonées. Enfin, l'augmentation du gasoil nous concerne tous, les travailleurs en priorité. En plus, eux, ils ne peuvent pas le reporter sur leur salaire. Et la seule solution, et les retraités, la seule solution qu'on puisse faire, c'est de se battre pour les augmentations de salaire. Si vous voulez, nous, c'est un peu moi, c'est un peu le problème. Hein, parce que de toute façon, le gasoil, on le subit. Enfin, je veux dire, actuellement, des pêcheurs perdent 400 euros par mois. Oui, et les travailleurs, ils perdent combien sur leur plein? Vous voyez, quand vous dites les pêcheurs, c'est qui? Est-ce que c'est les armements à la pêche? Qui c'est en fait? On parle de la pêche indépendante. Allez, on va passer à la seconde partie de ce débat. Notre partenaire Ouest France a souhaité vous interpeller sur un autre dossier, celui de l'accès au logement, car les prix grimpent dans l'immobilier, en particulier en Bretagne Sud. Je vous propose d'écouter la question de Benoît Guérin, le directeur départemental de Ouest France dans le Morbihan. Dans la 5e circonscription du Morbihan, celle de Lorient, c'est sans doute la question de l'accès au logement, des prix du logement qui peut être au centre de la campagne. Depuis la pandémie, les prix ont explosé. Tout est très cher, notamment dans le sud du département. Un exemple à l'Armor-Plage, où le prix médian d'une maison est de 447 500 €. Selon le Conseil régional des notaires, c'est 150 000 € d'augmentation en 5 ans. Plusieurs options ont déjà été évoquées à l'échelle de la région ou des communautés de communes. Quelles solutions, vous, candidats, proposerez-vous pour régler ce problème? David Megel. Les riches de plus en plus présents sur le littoral, les plus modestes de plus en plus éloignés vers les terres, entre guillemets. Dans les terres. Après, le logement, c'est un problème très national. Hein, si on regarde un peu les chiffres, il y a une certaine hypocrisie, si vous voulez, en termes de logement. Si vous regardez, en 2000, il y avait 100 000 SDF. En 2010, il y avait 200 000 SDF. En 2020, aux alentours de 2020, il y a 300 000 SDF. Il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Il y a 13 millions de personnes qui sont impactées sur leur santé et sur la famille parce que leur logement n'est pas adapté. Donc aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, la France régresse en termes de logement. La France... on fait quoi alors? On donne des nouveaux outils. Il faut augmenter. Les travailleurs se bagarrent pour des augmentations de salaire. Moi, je ne vois pas d'autres solutions. Vous dites vous-même... Attendez, je termine quand même. Juste, je vais peut-être couper la parole, mais je termine ma phrase. On s'appauvrit tous. OK, on ne peut plus se loger. On est dans des passoires thermiques. Enfin, voilà. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir des vrais salaires qui nous permettent de payer des vrais logements. Oui, mais s'il n'y a pas de logement, vous avez le salaire, vous n'êtes pas logé. Mais des logements, si vous voulez, les travailleurs mobilisés pourraient en demander la construction à plus coûtant à l'État. Demander que l'État embauche directement des travailleurs pour construire ces logements. Les travailleurs mobilisés, on pourrait faire cela, comme pourrait réquisitionner les logements vides dans les villes. Tout le monde en parle, tout le monde dit oui, c'est triste, il y a des logements vides. Mais les travailleurs ont le pouvoir de le faire s'ils se mobilisent et font grève pour le faire. Réquisition des logements vides, par exemple? Alors, mise à disposition. La difficulté, c'est qu'on est sur des taux de vacances finalement assez faibles et la tension immobilière par les prix fait qu'on est quasiment à l'accord là-dessus. On va accueillir dans le Morbihan, d'ici 2030, 100 000 nouveaux habitants. C'est le premier sujet des maires et produire du logement est devenu, et j'en sais quelque chose, en termes de ville sur laquelle j'ai été effectivement la ville qui a produit le plus de locatif social sur le pays de Lorient, on est en difficulté sur le moindre projet. On est en retard, mais on a eu les félicitations au jury et je suis sorti de la zone de carence. Je produis 400 logements actuellement et je suis au-delà des objectifs du plan local de l'habitat puisque les objectifs sont de 30%. Et dans les programmes que je sors depuis que je suis maire, ils sont entre 40 et 50%.
On a une problématique, c'est souvent le coût du foncier. On a le levier qui est celui de la préemption urbaine. La difficulté, quand on n'est plus carencé, ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'étant bon élève maintenant, je suis au-delà de mes objectifs triennaux, au-delà des objectifs du plan local habitat, c'est que je n'ai plus ce levier de l'établissement public foncier de Bretagne. Collectivité locale, plus de marge de manœuvre. Il faut utiliser ce qu'a mis l'État en place dans le cadre du plan de relance, qui m'a accompagné dans la recherche de friches urbaines, comme un ancien magasin expert sur lequel je produis avec Lorient Habitat. Et accompagner, parce que si on préempte sur de l'investissement public, moi je ne peux plus faire d'autres projets. Donc il faut accompagner les collectivités là-dessus. Et après, Lisanne Métayer. Il y a plusieurs choses. Il y a l'utilisation d'outils existants. Je pense à la loi Allure qui permet de limiter l'augmentation des loyers, voire les faire descendre. Et ça, ce n'est pas utilisé par le gouvernement actuel, ou trop peu. Bloquer les loyers. Bloquer les loyers. Deuxième chose, permettre le développement massif des logements sociaux. 3, il faut aussi donner des dispositifs réglementaires supplémentaires aux collectivités pour lutter contre les locations de courte durée type Airbnb et puis les résidences secondaires parce que si on construit et on consomme du foncier pour que des habitats secondaires soient achetés, on ne résout pas le problème des personnes qui ont envie de vivre et travailler près de l'endroit. Ce qui s'est passé à Corrèze cette semaine, cet incendie dans une résidence secondaire, on sent aujourd'hui une vraie exaspération, une montée de tension. Comment on fait pour limiter tout ça ? Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, une des solutions pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est qu'ils puissent en fait vivre sur le territoire, c'est d'avoir cette préemption du foncier. Ça, c'est effectivement important. Nous pouvons également, il y a aussi d'autres dispositifs que nous pourrons prolonger. Je pense par exemple aux lois Pinel qui doivent à prolonger jusqu'en 2023, qui pourraient être prolongées également plus loin. La plupart des villes de l'agglomération ne sont plus sous Pinel. Plumeur a perdu le Pinel, donc on perd du locatif libre. Donc le blocage ne marche plus. Il y a également aussi le dispositif de Normandie, qui est en fait pour la rénovation, qui comprend sur 222 villes, dont Lorient en fait. Et il y a aussi d'autres actions que l'État a mis en place. Par exemple, c'est la garantie Visale. C'est une caution gratuite de l'État qui concerne les jeunes jusqu'à 30 ans. Pourquoi pas aujourd'hui la prolonger pour les revenus modestes ? Ça, ce sont des vrais dispositifs. Des logements vides, c'est un dispositif, non, je ne crois pas que ce soit la solution finalement. Je pense que parce qu'à un moment donné, c'est le marché, c'est le marché qui commande. Donc est-ce qu'on peut avoir la main là-dessus ? Est-ce qu'un élu peut, en votant une loi, avoir la main là-dessus ? Il y a l'exemple parisien. Tous leurs leviers ont accéléré la hausse des prix. Ça va être difficile. Un élu ne peut pas faire ça. Il n'en a pas le pouvoir, que ce soit à l'Assemblée ou au gouvernement. C'est une bagarre en fait de réquisitionner les logements vides. Et c'est une vraie bagarre. Et cette bagarre, ce n'est que, je suis désolée, la mobilisation des travailleurs et du monde du travail qui peut la mener. Et c'est pour ça que c'est pour ça que nous on se présente. C'est pour le dire et de proposer à tous ceux qui sont d'accord avec cette idée de le dire dans les élections. Il y a des solutions innovantes en termes d'habitat. Plumeur va être la première ville du Morbihan. C'est un dispositif sur lequel l'État doit nous aider. Et j'en ai discuté avec le préfet qui va nous accompagner dans le projet Communauté 2030. C'est ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Ce qui permet aux plus jeunes d'acheter sur des prix de 2 000, 2 300 € du mètre carré, sur des critères sociaux. La difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas revendre avec le prix du marché, ils doivent revendre à la foncière, ils ont les murs et pas le fond, on va sortir des logements là-dessus. Et en termes de renouvellement urbain, c'est le meilleur moyen pour que les gens soient propriétaires. Moi, je crois dans la propriété. On a des gens qui sont depuis 40 ans dans les logements sociaux. Je voudrais aborder la question, on a parlé tout à l'heure du blocage des loyers. Une mesure que vous proposez. Vous avez pensé aux petits propriétaires aussi blocage des loyers, ils se disent la taxe foncière a encore augmenté et on va bloquer mes loyers. À Plumeur, elle n'a pas augmenté depuis que je suis élu. Oui, la plupart des taxes foncières, d'abord, n'ont pas augmenté. Oui. Et puis, il y a aussi un ensemble de propriétaires qui ont acheté depuis longtemps et qui, en fait, avec des loyers qui resteraient constants, continueraient à avoir une rente de situation qui n'est pas si désagréable que ça. Et surtout, il faut penser, effectivement, aux plus précaires qui, aujourd'hui, ne trouvent plus à se loger sur le pays de l'Orient et qui sont en train de faire 30, 40, 50 km. On parlait tout à l'heure du gasoil et, en fait, qui se retrouvent piégés dès qu'il y a 10 centimes d'augmentation. Donc, effectivement, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on permette aux gens de travailler, de vivre près de l'endroit où ils travaillent. David Mézet, le blocage des loyers ? Non, je suis opposé au blocage des loyers. Vous savez, quelqu'un qui loue un appartement, un propriétaire, c'est pas forcément quelqu'un de riche. On peut avoir un petit studio qu'on veut donner à nos enfants plus tard ou des choses comme ça. Non, je suis opposé au blocage des... On ne peut pas imposer ça aux propriétaires. On peut pas. Aujourd'hui, on est comme dans un pays... Qu'est-ce que vous proposez au final ? Mais si vous voulez, moi, le problème du logement, je le vois à l'échelle de la nation. Je ne vois pas à l'échelle du territoire. Je le vois à l'échelle de la nation. Oui, et aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas être partout. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... on a une situation catastrophique, on fait venir 400 000 personnes par an chez nous et il faut faire du logement. Aujourd'hui, même si demain on fermait tout, il faudrait des décennies entières pour rattraper le retard qu'on a en logement. Toutes les réformes que vous dites n'aboutiront pas. Parce que ça fait 20 ans que tout le monde nous donne des réformes et qu'elles ne fonctionnent pas. Oui.
Effectivement, nous n'avons pas évoqué un autre sujet, puisqu'on parle des locations, mais il y a aussi toute la partie des passoires thermiques. Et avec le programme d'Emmanuel Macron, nous avons prévu de rénover 700 000 logements par an. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement importante, puisque c'est directement du pouvoir d'achat aux locataires. L'acteur dans ce sujet, c'est le maire, en termes de politique de l'habitat. Avec l'agglomération, c'est qui a cette compétence. La difficulté, c'est que quand on parle de rénovation haute, en fait, d'un point de vue global, on l'entend. D'un point de vue local, comment on le met en route? Souvent par des zones d'aménagement concerté, des plans revitalisation cœur de ville, etc., qui ont été mis en place dans le mandat précédent. Mais la première problématique, c'est de produire du logement quand 5700 personnes sur le pays de l'Orient attendent un locatif social et qu'en réalité, on n'arrive à produire que 1600. Et moi, je suis au-delà de ces éléments-là. On a parlé du blocage des loyers. Mais ça ne marche que sur le locatif libre. Et il n'y en a quasiment plus sur le pays de l'Orient. Pour Pleumer, c'est que 3% des logements qui sont en locatif libre, avec 20 à 40% du loyer global. Allez, on arrive à la dernière partie de ce débat. Vous allez avoir une dernière fois la parole avec une question toute simple. Quel sera le dossier ou la loi que vous souhaiteriez porter personnellement à l'Assemblée nationale? Vous avez chacun ou chacune 30 secondes pour nous le dire. On commence avec vous, Lisiane Métayer. Alors, en tant que députée élue de gauche, la défense de l'hôpital public sera ma première priorité. Il est urgent, il est vital en fait de réconcilier l'hôpital et la médecine de ville. Sinon, notre maternité, nos urgences vont disparaître. Il est également urgent d'aller contre les déserts médicaux. Je suis favorable au dégel du point d'indice pour les fonctionnaires et également pour les personnels hospitaliers. Merci. C'est fini. On passe à vous, Ronan Lois. Votre priorité, votre dossier de prédilection si vous êtes élu en juin prochain à l'Assemblée. Une grande loi logement. Je crois que produire du logement était un des objectifs premiers, puisque le logement, c'est la clé de tout. C'est la clé du pouvoir d'achat. C'est la clé aussi en termes de mobilité. Nos populations vont de plus en plus loin et on veut bien décarboner, mais si on fait 30 ou 40 km de plus pour travailler, c'est une vraie catastrophe. Donc vous avez compris que c'est ce sujet-là. Et l'autre sujet, je l'ai évoqué hier lors du débat sur le handicap, c'est la revalorisation, en particulier des métiers du handicap et des AESH. C'est les personnels qui accompagnent sur le temps scolaire et périscolaire, qui sont maltraités, qui n'ont pas été effectivement bien appréhendés dans leurs fonctions dans le mandat précédent. Merci. Damien Gérard, votre priorité pour les 5 années à venir? Alors, 2 priorités. Le pouvoir d'achat, faire en sorte que les petits salaires soient augmentés, je pense au SMIC 1500 €, lutter contre, bloquer les prix des matières premières de première nécessité, et puis aussi reconstruire les services publics. Je pense à la police, à l'hôpital, à l'éducation, à l'accueil du grand âge. Tout ça pour refaire société. On a eu, notamment sous le dernier mandat, un délitement des services publics, une attaque des services publics. Il faut reconstruire les services publics. C'est important. Merci. David Mégel. Alors, il s'agira pour nous, en tout cas, de s'employer à améliorer le quotidien de chacun des habitants de la circonscription et plus largement de la France. Car aujourd'hui, on sait qu'on est dans une période d'inflation forte. Les ménages ont du mal à s'en sortir. Ce sera bien évidemment le pouvoir d'achat, avec les nombreuses réformes qui ont été proposées par Marine Le Pen sur la baisse des taxes sur les carburants, sur les produits de première nécessité. Et en deuxième lieu, ça sera d'être un député de terrain qui ira au contact des gens de la circonscription pour échanger avec vous sur les lois apportées à l'Assemblée. Merci beaucoup, David Mégel. On termine avec vous, Blandine Pierron. Je défendrai un programme de lutte, à savoir aucun salaire, aucune pension et aucune allocation en dessous de 2 000 € net, comme l'a admis à Castex, qu'en fait on n'avait pas le choix autrement. Ensuite, la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire, et l'indexation en fait des salaires sur les prix, parce qu'en fait si on obtient des augmentations de 500 €, mais qu'en fait l'inflation continue à augmenter, ça ne changera rien. Donc il faut qu'on exige l'indexation des salaires sur les prix. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On rappelle que vous n'êtes pas seul à vous présenter sur la circonscription de Lorient. Voici les 4 autres candidats également en lice pour ce premier tour le 12 juin prochain. Vous voyez les noms apparaître à l'écran. Les débats pour les élections législatives, c'est pas fini. On se retrouve à 23h15 pour la rediffusion des débats des circonscriptions de Lannion et de Loudéac-Lamballe. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, le journal régional. À tout à l'heure.